Chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous présenter l'épisode du jour, parce que l'histoire racontée par mon invité, je crois que beaucoup l'ont imaginée, mais peu l'ont concrétisée. Mélanie a aimé ses études de médecine, les cours théoriques au moins, parce que très rapidement, en stage, elle s'est rendue compte que la profession de médecin ne correspondait pas à l'idéal qu'elle se représentait. Alors elle a failli arrêter, et finalement, avec des hauts et des bas, elle a continué, jusqu'au jour où ce n'a plus été possible, où le travail est devenu insupportable, et qu'en même temps naissait une passion et un projet. Avec Mélanie, nous avons discuté reconversion, et je vous laisse découvrir son parcours. Bonne écoute. Bonjour Mélanie, bienvenue à la consulte. Bonjour Anise, merci. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans. Je vis en province, dans l'ouest de la France. Je suis mariée et j'ai un petit garçon de bientôt 3 ans. Voilà. Et je suis médecin, évidemment. Alors, on va remonter un petit peu le temps. Pourquoi tu as choisi les études de médecine ? Alors ça c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai du mal à me souvenir précisément. Je me souviens surtout quand j'étais enfant, enfin plus jeune, je voulais être vétérinaire. Je ne sais pas trop à quel moment ça a vrillé. Je suis passée sur la médecine. Je me souviens plus précisément. Une chose est sûre, c'est que voilà, j'avais un parcours scolaire tout à fait correct et que je pense un peu porté par par probablement mes parents. J'ai dû entendre dire que voilà, j'avais un dossier pour rentrer en médecine, tout ça, et que l'idée a dû me plaire à un moment. Clairement, j'y suis pas du tout allée contrainte et forcée, mais voilà, ça a dû se faire un peu quand même naturellement. Je me souviens pas précisément du moment où je me suis dit que je serais médecin, mais voilà, ça s'est fait assez naturellement avec l'arrière-pensée en commençant mes études de médecine d'être pédiatre. Voilà, je pense comme beaucoup de femmes qui commencent la médecine, mais voilà, c'était mon idée initiale. Est-ce que dans ton entourage, il y avait des médecins ? Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de parler avec des médecins de leur travail, de leur exercice, de leur spécialité ? Pas du tout. Non, absolument aucun médecin, ni dans ma famille, ni dans mon entourage ou celui de mes parents. J'avais juste une tante qui était infirmière, mais voilà, c'est tout. Vraiment, aucun contact avec la médecine. C'est sorti un peu de nulle part, quoi. Enfin, en tout cas, j'avais pas de modèle. Je suivais pas de modèle particulièrement. Et tes études de médecine, alors, est-ce que ça t'a plu ? Oui, alors oui, on passait effectivement la première année, qui était un peu compliquée. Enfin, je pense qu'on se pose pas trop la question de si ça plaît ou ça plaît pas. On y va, c'est tout. Mais voilà, passer effectivement la première année de concours, ouais, j'ai beaucoup aimé mes études de médecine, la théorie, enfin la physio, l'anatomie, l'embryo, enfin tout ça, c'était des matières qui me parlaient et que je trouvais particulièrement passionnantes. Enfin vraiment, j'allais en cours avec grand plaisir. Je garde un bon souvenir du début de mes études de médecine avec une fois la première année passée en plus pas mal de fêtes, enfin voilà, les copains, enfin c'était chouette, ouais, vraiment je garde un bon souvenir. C'est à partir de la 3e, 4e année de médecine que les choses sont un petit peu corsées, alors pas tant dans la théorie, dans les cours théoriques, mais plus dans la pratique et les stages, où là j'ai commencé à tiquer un petit peu sur le métier de médecin, où j'ai remis en question un peu mon orientation. Voilà. Quand tu dis que tu as remis en question ton orientation, qu'est-ce qui te faisait dire que tu n'étais peut-être pas à ta place ? Est-ce que tu avais envisagé d'arrêter, de t'inscrire ailleurs ? Comment ça s'est passé à cette période-là ? Et qu'est-ce qui t'a fait rester finalement ? Ouais, et en fait ça s'est passé pendant ma 4e année de médecine où là j'ai arrêté. Enfin en fait j'ai eu un projet de changement de fac en plus. Voilà, j'étais dans une fac, une ville qui me plaisait pas particulièrement. Puis j'avais le projet de changer de ville et donc tout ça s'est fait au moment charnière du début de l'externat. Et en fait c'est un moment où moi j'ai vraiment envisagé d'arrêter la médecine. Je suis même allée jusqu'à m'inscrire à l'IUFM en me disant que finalement j'avais envie d'être instite en maternelle. Je sais pas trop d'où m'est venue cette idée, mais c'était vraiment le projet que j'avais, qui du coup n'a pas été soutenu en fait par mes parents. En fait, je pense que ce qu'ils ont vu, c'est que voilà, mes études roulaient, tout se passait bien, que j'avais quand même un avenir un peu tout tracé. C'est un peu l'idée qu'on se fait aussi des études de médecine, c'est qu'on a la sécurité de l'emploi. Bon, donc du coup, ils étaient pas forcément très soutenants dans cette idée-là. Et puis du coup, fatalement, j'ai laissé tomber parce que j'étais encore jeune et que j'étais encore quand même, j'étais peut-être pas trop sûre de mon coup. C'est vrai qu'a posteriori,
voilà, institut en maternelle, je sais pas si ça m'aurait plu, mais c'était en tout cas la démarche d'arrêter la médecine. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'avais. Parce que, en fait, ça a été au début des stages de stagiaires en 3e année, puis d'externes en 4e année, en fait, où là, j'ai réalisé un peu ce que c'était que d'être médecin et de travailler à l'hôpital. Et autant j'aimais beaucoup le contact avec le patient, les équipes soignantes, ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais j'ai commencé à me sentir pas très à l'aise en fait. Tu sais, ouais, mes études, enfin cette époque-là, l'externat, c'était il y a 15 ans, peut-être même un peu plus. Les choses ont quand même un peu changé, pas trop, mais quand même un peu. Et à cette époque-là, c'était des visites professorales où on était, je sais pas, une petite dizaine d'externes, tous les internes, les chefs de clinique, la cadre de santé qu'à l'époque on appelait la surveillante, et tout ce petit monde-là, une quinzaine de personnes qui allaient de chambre en chambre, sans demander l'avis des patients, le consentement. Je me souviens de scènes vraiment où j'étais excessivement mal à l'aise, de patients cloués dans leur lit et qui du coup comprenaient pas ce qui leur arrivait, et on leur soulevait le drap sans leur demander. Et en fait, j'ai été confrontée comme ça à plusieurs terrains de stage, malheureusement, où ce scénario se répétait. C'était des chambres, c'était un vieil hôpital, il y avait encore des chambres avec 3-4 patients. Enfin, c'était un peu lunaire. Et j'ai commencé déjà à me sentir mal à l'aise là-dedans. En fait, je m'y retrouvais pas. Je tombais un peu de haut. J'étais peut-être un peu naïve, mais bon, pour moi, être médecin, c'était faire preuve d'empathie, avoir une relation de confiance avec le patient. Et en fait, je retrouvais pas forcément ce que j'avais en tête quand j'étais en stage, quoi. En plus, en tant qu'externe, cette époque-là, je trouve que le rôle de l'externe a pas mal changé. Enfin, c'est peut-être pas partout, mais à cette époque-là, clairement, on passait nos matinées à classer les examens biologiques, à mettre ça dans des pochettes. Enfin vraiment, je m'y retrouvais pas du tout, quoi. Et le poids de la hiérarchie me pesait également beaucoup. Non pas que je sois très rebelle, hein, pas du tout, mais je trouvais que c'était très lourd, très ancestral, très inadapté, enfin voilà. Et en fait, j'ai commencé à pas me sentir très bien, à me dire mais en fait je suis pas sûre, enfin je pensais pas que c'était ça d'être médecin, et c'est pas ça que j'avais en tête. Moi je veux m'occuper des gens, mais je veux pas avoir cette relation de supériorité. Enfin voilà, je me sentais pas à l'aise, j'arrivais pas à me reconnaître en fait dans les médecins que j'avais autour de moi au début de mon externat. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je pense que la médecine, c'est pas pour moi, sûrement pour d'autres, qui le feront sûrement très bien, mais moi, clairement, je me sens pas à l'aise. Et donc, d'où cette envie de bifurquer sur autre chose. Mais bon, finalement, voilà, j'ai été convaincue par ma famille que c'était pas forcément une bonne idée de tout arrêter, qu'il fallait que j'aille au bout de mes études, de mon diplôme, et puis qu'on verrait après. En fait, ça se passe pas vraiment comme ça, mais voilà. Donc du coup, finalement, je me suis réinscrite, j'ai redoublé ma 4e année, je me suis inscrite en 4e année, et puis j'ai changé d'hôpital, et puis après j'ai continué comme ça, bon an mal an. Enfin bon an mal an. Finalement, après, je m'y suis faite, je pense, hein, à ce fonctionnement-là, et puis ça s'est fait, quoi. J'aimais bien les stages. Enfin vraiment, je trouvais ça chouette, quoi. Le contact avec le patient, le raisonnement diagnostique, c'était des choses qui me plaisaient beaucoup. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'occasion de voir pendant cette période entre l'externat et l'internat, est-ce que tu as eu l'occasion de voir pendant ton externat d'autres pratiques, alors peut-être hors du CHU, en libéral ou en périph', ou avec peut-être au sein du CHU, mais avec d'autres professionnels, des choses qui t'ont peut-être un peu permis de t'identifier un petit peu plus aux médecins qui correspondaient à tes valeurs? Oui, alors alors des stages en dehors du CHU, non, parce que dans l'hôpital dans lequel j'étais externe, ça ne se faisait pas encore. En tout cas, c'était pas obligatoire. Je crois que maintenant ça l'est, hein, le stage chez le praticien, enfin en tout cas en ville chez le médecin généraliste. Mais en tout cas, c'était pas le cas, et c'est pas ce que j'avais choisi dans ma maquette de stage. Donc vraiment, j'ai baigné dans le CHU, et exclusivement le CHU. Après, le fait de changer d'hôpital, de ville, ça m'a aidé aussi. Ça m'a permis de voir d'autres fonctionnements, un hôpital plus récent. Enfin, je pense que ça a changé un petit peu. Et puis ensuite, je pense aussi le contact avec les équipes d'internes, qui a été, dans certains stages hyper chouette, et du coup, voilà, qui m'a réconciliée aussi avec un certain nombre
un certain nombre de choses. Et puis effectivement, certains médecins qui m'ont marqué par leur humanité, leur empathie, leur raisonnement diagnostique. Et puis à contrario, d'autres vraiment qui m'ont fait grave flipper, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais oui, petit à petit, j'ai réussi. Je pense aussi, j'ai dû prendre de l'assurance. Avec les années d'externat qui passent, on commence à réviser les ECN. Finalement, on a de plus en plus de connaissances. C'est plus facile de trouver sa place en stage aussi. Je pense que tu vois, tout ça, un ensemble de choses qui fait que j'ai réussi à trouver quand même des figures auxquelles m'attacher et auxquelles me référer, quoi. Mais bon, l'ambiance générale était quand même toujours, cette impression générale je sais pas précisément comment dire, mais j'étais pas très à l'aise dans ce rapport, en tout cas, que je constatais entre médecin et patient. Ça me convenait pas toujours, mais voilà, je me suis dit que moi, je me ferais mon propre exercice, et puis c'est tout. Et alors, comment ça s'est passé au moment de l'internat? Pour choisir ta spécialité, tes terrains de stage? T'étais quel genre d'interne? Alors, c'est pareil, l'internat, ça n'a pas été simple parce que je me suis orientée vers de la chirurgie. Initialement, c'est vraiment ce que j'avais en tête, dans une ville précise, avec une spécialité précise. J'ai tout mis toutes les chances de mon côté aux ECN pour obtenir ce poste-là. C'est ce qui s'est passé. J'étais pas mal classée à l'internat, donc j'ai pu faire la spécialité que je voulais dans la ville décidée. Et puis bon, je me suis rendu compte que la chirurgie, finalement, c'était pas tellement pour moi. J'étais un peu frustrée en fait de réapprendre, que tout reparte à zéro. J'avais l'impression d'avoir engrangé vachement de connaissances pendant mes études, mon externat, et puis en fait la chirurgie, il faut repartir à zéro parce que finalement les connaissances théoriques ça sert, mais pas que. Il faut apprendre à opérer, tout ça. Et puis j'avais pas la patience. J'avais vraiment envie de mettre en application ce que j'avais appris, donc finalement ça me convenait plus trop. Puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que en stage, je préférais les moments où j'allais faire la visite plutôt que les moments où j'allais au bloc. Donc ça a été assez révélateur pour moi. Et puis ensuite, donc je me suis réorientée vers la médecine, et c'est le moment où il a fallu choisir ma spé, et c'est là où ça n'a pas été très simple. Surtout que j'ai des portes qui sont fermées. Enfin, je me suis pris des portes d'un chef de service en particulier qui m'avait fait comprendre que si je faisais un droit à remords, c'est que j'avais pas vraiment de suite dans les idées, donc il me voulait pas trop de moi dans sa spé. Enfin bon, ça n'a pas été ça n'a pas été très simple. Et puis en fait, je pense que déjà à ce moment-là, je commençais c'est pas que je commençais, mais je savais que je me posais déjà des questions. Je me demandais si c'était vraiment ce métier que je voulais faire. Je me cherchais vraiment beaucoup. Et j'ai finalement trouvé une spécialité qui me convenait très bien, que j'ai trouvé passionnante, et dont le chef de service a accepté mon inscription, et ça c'était chouette. Disons qu'à partir du moment où j'ai pris ma décision pour cette spécialité, j'ai respiré à nouveau un peu en me disant bon là c'est bon, je pense que là j'ai trouvé ce qui me plaisait. Allez, y a là, on y va, ça va le faire. Voilà, j'étais pleine d'entrain, et puis après petit à petit. La réalité m'a rattrapée, mais voilà, j'ai mis, je pense à peu près 2 ans pour trouver ma spé. Du coup, moi, j'ai un internat qui a duré au total 6 ans et demi, parce que entre l'année de chirurgie, j'ai pris une dispo, le temps de rentrer dans un desk, machin. Enfin bon, ça a pris j'ai un internat un petit peu plus long que la normale, quoi. Voilà. Après, en genre d'interne, j'étais assez consciencieuse. Je faisais bien mon boulot. Enfin, voilà. Voilà, j'ai essayé d'être. Une fois de plus, moi, j'aimais vraiment le contact avec le patient, rendre service, la démarche diagnostique. Enfin, j'étais. Ça me plaisait, quoi. Vraiment, ça me plaisait. Est-ce que tu as l'impression que tu as réussi à mettre en place ce rapport avec le patient tel que tu le voulais, en fait? Ou est-ce que tu avais encore cette impression d'avoir une hiérarchie, une institution contraignante qui t'empêchait d'être dans la relation telle que tu voulais l'être? Au début de mon internat, oui, j'ai trouvé que quand je faisais ma visite toute seule, ça me convenait bien. Je faisais les choses à mon rythme, comme je l'entendais. J'arrivais à instaurer ce temps avec les patients. C'était l'époque où on avait encore des dossiers papier, où c'est pas des heures sur l'informatique. Et là, oui, après, ça s'est compliqué parce qu'on était évidemment peu d'internes. Donc, en fait, dès que ma co-interne, en fonction des stages, était en congé ou en repos de garde, du coup, on récupérait toute la salle. Donc, 22 patients, on n'a plus le temps de faire aussi vite. On n'a plus le temps de voir autant les familles. Donc,
Les chefs étaient, comme partout, ils avaient leurs obligations, donc pas très dispo pour filer un coup de main. Et voilà, c'était des moments qui étaient vraiment difficiles pour moi parce que j'avais l'impression parfois de finir ma journée, d'avoir fait de l'abattage, quoi. D'avoir juste m'être assuré que tout le monde était bien en vie, mais pas être rentré dans le... Donc en fait, ça dépendait des moments, effectivement, quand on était en nombre et que voilà, je pouvais prendre le temps de faire ma visite à mon rythme et de prendre le temps avec chaque patient. Là, je m'y retrouvais bien, quoi. Mais finalement, c'était pas si souvent que ça, parce qu'en fait, les gardes, ça revenait souvent. Les vacances, on prenait nos vacances. Je me souviens de stage où on s'était fait la promesse avec ma co-interne, tellement on en bavait, de jamais prendre 15 jours d'affilée, quoi. Enfin, on avait dit par contre, c'est pas plus d'une semaine parce qu'en fait, l'autre va pas survivre. Enfin, tu vois, on en était là, quoi. C'était quand même vraiment difficile. Et donc, finalement, au fur et à mesure de l'internat, je trouvais que les conditions de travail des internes étaient de plus en plus dégradées. Moi, j'ai pas eu le repos de garde tout de suite dans mon internat, ça a pris quelques années quand même. Après, il y a eu l'informatisation, ce que je trouve, moi, a été quand même une catastrophe pour le temps qu'on passe auprès du patient. En fait, on passait beaucoup plus de temps sur nos ordis qu'auprès du patient. Et donc, voilà, de manière progressive, je trouve que mes conditions de travail, en tout cas ce que j'espérais, la relation que j'espérais mettre en place avec les patients, les familles, enfin je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus possible, quoi. Enfin il y avait beaucoup de survie en fait rapidement, je trouve, dans mon internat. Beaucoup de survie. Et est-ce que à l'époque, tu étais encore en train de te dire j'attends d'avoir mon diplôme et après je vois si je continue? Est-ce que tu étais en train de te dire OK, quand je serai chef, ça sera différent, ça sera plus de la survie, je pourrai faire ce que je veux? Comment t'appréhendais? T'étais dans quel état d'esprit par rapport à la suite et l'après-internat? C'était pas simple. Déjà en fait c'était déjà pas simple parce que il se posait la question quand même du poste internat. Il n'y a pas assez de postes pour tout le monde, pas assez de postes de chef de clinique. Il y a une espèce d'esprit de compétition quand même qui se met un peu en place. On regarde un peu autour de nous. Ok, qui c'est qui finit en même temps que moi? Ok, comment on est positionné? Enfin, j'étais déjà pas très sereine parce que moi j'ai pas ce caractère. J'ai jamais eu. Je suis pas du tout compétitive. Je faisais partie de celles qui filait ses cours en P1 et en D4 avant les concours, tu vois. Enfin, j'étais pas très dans le mood de la compète. Donc voilà, moi, me battre pour le poste de chef de clinique, publier alors que j'avais déjà du mal à, tu vois, avoir une vie perso, me lancer dans des articles et tout. Enfin, moi, la recherche, c'était pas du tout mon délire. Donc déjà, je voyais bien que ça allait pas le faire, le poste de chef de clinique. Donc déjà, il y avait, enfin voilà, c'était quand même une ambiance très stressante et pas toujours très saine, je trouve. Surtout que moi, je suis passée par les ascenseurs émotionnels un peu pour mon poste parce qu'on m'a dit que je l'aurais et puis finalement, ah non, attends, excuse-moi. En fait, on a oublié qu'elle finissait avant ou enfin, je sais plus quoi. Bon, bref, ça m'est passé sous le nez. Ça a été fait de manière pas forcément très chouette, mais bon voilà, déjà le post-internat c'était quand même déjà un stress. En plus dans la spécialité dans laquelle j'étais, c'était pas évident non plus parce qu'il n'y avait pas énormément de débouchés derrière à cette époque-là. Enfin, c'est toujours un peu le cas, mais à cette époque-là. Et oui, j'imaginais effectivement que j'aurais un peu plus de possibilités de travailler comme je le souhaitais, mais je voyais bien quand même les chefs de clinique, les assistants autour de moi qui avaient la tête sous l'eau aussi, quoi. Enfin, je voyais bien que ça allait pas être si simple, quoi. Et qu'on était quand même, enfin, qu'en fait, le poids de la hiérarchie était hyper présent et quel que soit le grade qu'on avait, quoi. C'est-à-dire que on n'était jamais enfin j'avais l'impression que on n'est jamais libéré de ça, quoi, d'avoir toujours quelqu'un au-dessus, d'avoir toujours des comptes à rendre et donc j'étais pas forcément je me demandais un peu à quelle sauce j'allais être mangée, mais j'avais encore l'espoir que j'allais m'y faire ou que les choses allaient changer ou enfin je sais pas trop, voilà. Mais à cette époque-là, j'envisageais de temps en temps, ça m'arrivait de dire mais moi je me ferais pas ça toute ma vie, sauf qu'en fait j'étais rapidement confrontée au fait que je savais pas quoi faire d'autre, en fait. C'était surtout ça. C'était que c'est bien beau de dire que tu feras pas ça toute ta vie, que tu vas pas supporter ce rythme-là, cette manière de travailler, mais on a quand même un diplôme qui nous ouvre aucune autre porte, qu'on est quand même assez formaté, on est enfermé dans notre truc, on voit rien d'autre, enfin, en tout cas très peu.
Autour de nous, finalement, notre cercle d'amis, en tout cas le mien, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même un peu la majorité, mais le mien, c'était des médecins. Enfin, j'étais pas très ouverte au reste du monde et aux autres métiers. Je voyais pas bien ce que j'allais pouvoir faire finalement. C'est ça qui était difficile, quoi. C'était de me dire, mais je suis pas forcément très à l'aise là dans dans l'hôpital. Je vois bien que cette gestion de l'hôpital, du soin, du système de santé, ça me convient pas. Puis ça allait. Je trouvais que ça s'empirait, mais en même temps, je voyais pas d'issue. En fait, c'est ça qui était très dur, c'est que je n'y voyais pas d'issue. Donc bon, voilà, j'avoue que j'avançais, quoi. Je mettais un pied devant l'autre, mais je savais pas trop, quoi. Ouais, t'étais pas satisfaite, t'avais cette petite pensée un peu lointaine, un jour je vais faire autre chose, Ouais, mais ouais. concrètement, t'avais pas d'idée du autre chose. Mais non, je savais pas quoi. Non, et puis en fait, j'arrivais pas à me sortir du monde du soin, donc j'étais là, bon, infirmière. Je disais, non, ça n'a pas de sens. Je vais être soumise au même questionnement, à la même pression. Non pas que le métier m'aurait pas plu, mais vraiment, je voyais pas comment j'allais me sortir en fait de tout ce qui me pesait. En fait, tous les métiers que j'envisageais, ça allait être les mêmes contraintes. C'était dans le soin, donc forcément. Forcément, voilà, c'était le monde de la santé, géré par des administratifs, une hiérarchie. Enfin voilà, donc j'arrivais pas à. Et puis quand on parle un petit peu, alors, rapidement, j'ai arrêté d'en parler autour de moi parce qu'en fait, rapidement, les gens te disent non mais attends, t'as fait toutes ces études, toutes ces années, tous ces sacrifices, tu vas quand même pas repartir sur d'autres études, c'est complètement insensé. Et puis la sécurité de l'emploi, enfin quand même, rends-toi compte, puis tu vas bien gagner ta vie, puis bon quand même socialement t'as une place qui est pas anodine. Enfin du coup j'étais un peu écrasée par tout ça en me disant bon effectivement j'ai pas d'issue, quoi. Je me suis enfermée dans quelque chose là. Je vois bien que ça fait des années que il y a un truc qui va pas, mais je sais pas comment me sortir de là, je sais pas comment échapper à ça, quoi. Et puis bon, ça ne fait que s'empirer, de toute manière les conditions de travail à l'hôpital pour tout le monde n'ont fait que s'empirer, mais bon. Mais alors, comment t'as su que le problème c'était la gestion du système de santé dans sa globalité et pas juste dans ta spécialité à l'hôpital public? Parce que déjà j'ai une vision un peu plus globale quand même, et encore je pense que moi j'étais dans un service où en plus l'ambiance entre médecins était quand même plutôt bonne, enfin voilà, c'était quand même plutôt chouette, mais je voyais bien que malgré ça en fait on nous imposait des choses qui allaient je pense à l'encontre à tous de nos valeurs, et puis j'ai des amis dans d'autres spécialités, je voyais bien comment ça se passait ailleurs en fait, que c'était l'herbe était pas plus verte dans les autres spé, que c'était vraiment le poids de ce que l'administration nous imposait, d'avoir de moins en moins de moyens, de travailler de plus en plus. Moi, j'étais complètement outrée des conditions de travail des internes. Enfin, on est vraiment la valeur ajustable du CHU, c'est-à-dire que le CHU ne peut pas tourner sans les internes. Enfin, clairement, c'est impossible. Et moi, ça m'a toujours révoltée, quoi, parce que c'est incroyable d'être exploité comme ça, quoi. Enfin, j'étais écœurée du statut d'interne qu'on nous imposait, quoi. De travailler toujours plus, d'être corvéable à merci, mais d'avoir toujours ce statut d'étudiant pour effectivement pas trop nous payer non plus. Tu vois bien, quoi. Et je voyais bien que c'était général. On a des amis médecins ailleurs en France. Enfin, tu vois bien que c'est juste en fait le fonctionnement de l'hôpital qui est comme ça, l'hôpital public. Après l'hôpital privé, à une époque, effectivement, c'était un peu, la clinique, c'était un peu, ça paraissait de l'extérieur être un peu plus accueillant, avec des conditions de travail. On avait l'impression, en tout cas, qu'en clinique, tout le monde ramait dans le même sens, et que les conditions de travail étaient quand même plus acceptables. Et bon, finalement, force est de constater que maintenant, c'est quand même c'est assez similaire, enfin c'est même franchement similaire, mais ça je m'en suis rendu compte après quand moi j'ai tenté de m'installer dans le privé. Je me suis vite rendu compte qu'en fait c'est pareil, je partageais pas les mêmes valeurs que ces gens-là, enfin que clairement on n'allait pas s'entendre, quoi, enfin que ils attendaient de moi de faire un métier que moi je voulais pas faire, enfin je suis pas voilà, je me suis vite rendu compte en fait que c'était partout pareil, quel que soit l'aspect, quelle que soit la structure. J'ai travaillé en hôpital périphérique aussi, et c'est partout pareil, quand tu t'en rends vite compte quand même,
que l'idée, c'est de travailler de plus en plus avec moins en moins de moyens matériels, humains surtout, de voir toutes ces équipes soignantes au bout du rouleau, jamais remplacées, les départs, les arrêts. Ça, c'est voilà, on le voit partout. Hein. C'est vraiment pas propre à l'aspect dans lequel j'étais. Hein. Donc, après ton internat, tu fais un post-internat. Finalement, tu restes au CHU parce que ce que tu as vu des hôpitaux périphériques ou du privé, ben, tu t'y retrouvais pas non plus. Oui. Alors j'étais pas chef de clinique, j'ai fait un assistanat partagé, donc j'étais entre le CHU et un hôpital de périph. Donc du coup, j'ai bien pu me rendre compte comment c'était en périph aussi, quoi. Hein. Voilà, j'ai pu constater que les conditions étaient vraiment les mêmes. Hein. Donc finalement, tu restes au CHU. Finalement, oui, je fais mon post-internat, on me propose un post-internat, je fais mon post-internat. Hein. En attendant, je sais toujours pas ce que je pourrais faire d'autre dans ma vie, donc je continue et puis je me raccroche quand même à la spécialité que j'ai choisie, qui me plaît, au contact avec les patients, aux consultations aussi, qui sont quand même chouettes. Ça permet d'avoir un contact assez privilégié avec les patients. Puis bon, rapidement, on se rend compte que quand on en voit 15 dans la demi-journée, en fait, c'est plus possible. Enfin, qu'on a 1 heure de retard, que du coup, les patients sont mécontents. Enfin, voilà. Bon, mais oui, c'est ça. Je fais mon post-internat comme on attend de moi. Je travaille dur. Alors, j'avoue que je fais quand même bien comprendre. Je fais quand même bien comprendre. Voilà, j'ai décidé que j'avais assez donné pendant mon internat et que j'avais pas l'intention de faire des heures sup, manière de parler évidemment, mais c'est-à-dire que je prends mes repos de garde, je ne vais pas faire les cours universitaires parce que je ne suis pas chef de clinique, j'ai un poste d'assistante et je tiens, donc voilà, rapidement je me suis positionnée dans mon service pour, voilà, moi je vais pas me laisser faire, quoi, je vais pas me laisser exploiter plus que ce qui est écrit dans mon profil de poste. Bon, après, évidemment que je comptais pas mes heures, que je faisais les CV, que j'étais là pour les internes s'il y avait besoin tard le soir. Mais voilà, j'essayais de faire comprendre que moi, après ma garde, à 10h, j'étais chez moi, que j'allais pas faire les sémios parce qu'un tel était en vacances et tout ça. Non, ce n'est pas mon job. Enfin, j'ai essayé, en tout cas, moi, de me préserver comme ça, en me disant, OK, j'ai pas le poste de chef de clinique, finalement, tant mieux. Mais par contre, voilà, mon poste, moi, il exige ça de moi. Évidemment, je vais faire ce qu'on exige de moi, mais je vais arrêter de m'exploiter. Bon, forcément, ça s'est pas du tout mal passé avec l'équipe, mais évidemment qu'après, t'es pas dans les petits papiers pour avoir le poste de PH, tu vois. Enfin, c'est pas, tu marques pas des points ensuite pour rester au CHU, même si voilà, l'ambiance était très bonne, c'était pas le problème, mais évidemment que t'as toujours un peu cette compétition parce que t'as pas assez de postes pour tout le monde et donc évidemment derrière je n'avais pas de poste de PH au CHU et c'est là où ça a été assez compliqué, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais dans une spécialité qui est pas très développée dans le libéral, et donc c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers contacts en clinique et enfin ça clairement ça a capoté avant même de se mettre en place. Enfin je me suis bien rendu compte quand j'ai eu les entretiens avec les directions que on n'avait pas le même état d'esprit, ça pouvait pas marcher, je pouvais pas m'épanouir dans cet exercice-là, et puis j'avais quand même la foi encore en le service public, c'était pas du tout mon souhait d'aller dans le privé, et clairement ça correspondait pas à mes valeurs. Voilà, et puis finalement, au bout de 6 mois, où j'en ai profité pour voyager, j'ai finalement eu un poste au CHU. On m'a rappelé, alors pas dans ma spé, dans un autre service qui avait ouvert, et du coup j'ai accepté parce que il fallait travailler et puis que j'avais pas encore effectivement d'autres projets, donc j'ai accepté en me disant que c'était la création d'un nouveau service, qu'il y avait peut-être des choses à mettre en place, qu'on allait être peut-être un peu, je sais pas quoi, j'étais pleine d'espoir et voilà, je me suis dit bon, il y a peut-être possibilité d'échapper un peu à certaines choses dans ce nouveau service, peut-être des chances, vu que c'est une création de service avec une nouvelle équipe soignante, enfin vraiment tout était créé de toutes pièces. J'avais l'espoir que de réussir à travailler dans des conditions à peu près acceptables, en tout cas qui moi me paraissaient qui correspondaient un peu plus à mes valeurs, quoi.
Bon, bah ça n'a pas duré longtemps évidemment parce que le Covid est arrivé par-dessus. Enfin, pas tout de suite. Non, je te dis une bêtise d'abord. Ah oui. Enfin, donc j'ai accepté ce poste et j'étais enceinte. Enfin, j'ai appris à ce moment-là que j'étais enceinte et j'ai été arrêtée assez tôt dans ma grossesse et ensuite bah, mon petit garçon est arrivé et là. Bah, la maternité, ça a fait prendre conscience de beaucoup de choses. En tout cas, chez moi, ça a clairement été, ça a été une prise de conscience. Ça m'a permis enfin, ça m'a fait revoir mes priorités. Et voilà, ça a été vraiment difficile pour moi de retourner à l'hôpital, surtout que, bah, en fait, une fois, j'étais à 80%. J'avais négocié, j'avais de la chance, j'étais à 80%, mais donc j'avais un jour off dans la semaine. Ça, c'était très très chouette. Hein, ça, c'était très 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 bien. Mais seulement une fois que t'es au boulot, bah en fait, t'y es à 200%, quoi. Et bah en fait, je trouvais très difficile d'allier la vie de famille que j'envisageais, en tout cas le rôle que je voulais avoir auprès de mon fils et ce rôle de médecin où bah en fait on t'impose de tout donner, quoi, de faire des sacrifices, de tout donner, tes patients en priorité, ne pas compter ses heures et surtout ne pas regarder la montre pour partir le soir. Bon, finalement j'ai imposé un peu aussi mon rythme, hein, parce que j'avais pas trop le choix, fallait bien que j'aille chercher mon fils à la crèche, mais je voyais bien que bon, ça faisait pas l'unanimité, quoi. Donc ça m'a fait encore plus réfléchir. Puis le Covid est arrivé par-dessus, et alors là, pour moi, ça a été l'explosion, quoi. Vraiment, j'ai été vraiment confrontée, je trouve, à la pire situation en termes de charge de travail, de gestion de la situation par les gens qui gèrent l'hôpital, de non-sens, et ma maternité par-dessus, parce que bah, du coup j'avais toujours cette envie d'être auprès de mon fils le plus possible, et alors là je me suis dit que ça allait pas pouvoir le faire. Enfin, clairement je pouvais plus tout accepter. En fait, j'avais plus envie, je me suis rendu compte à quel point j'avais plus envie de faire de sacrifices. En fait, j'avais plus envie de tout donner à l'hôpital. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui était le plus important pour moi? C'était de m'occuper de mon fils, de ma famille, de ma qualité de vie, ou de tout donner à des inconnus. Alors, aux patients, très bien, mais j'avais pas l'impression que c'était les patients qui m'aspiraient le plus d'énergie, quoi. C'était vraiment tout ce qu'on nous demande de faire en plus de notre job de médecin, tout cet administratif, tout. Enfin, je n'y trouvais plus aucun sens. Enfin, je n'y arrivais plus, je n'y retrouvais pas. Les conditions de travail n'ont fait que se dégrader. Les conditions de travail du personnel paramédical, n'en parlons même pas. Enfin, vraiment là, je me suis dit, j'avais l'impression de plus. Enfin là, vraiment, je faisais pas du tout le métier que j'avais envie de faire. Enfin, c'était pas du tout ça. Je trouve que l'informatisation qui s'est rajoutée à tout ça, c'était vraiment une perte de temps, d'humanité, d'efficacité, et toute cette crise du Covid par-dessus et tout. Vraiment, je trouvais plus de sens à ce que je faisais. J'avais pas l'impression d'être d'une utilité quelconque. Je trouvais que j'étais pas dans le bon service. Bon, bref, je pense que le combo maternité Covid a eu raison des dernières petites miettes de vocation qui me restaient, en fait. C'est ça qui vraiment m'a. Ouais. Enfin, je me suis dit là, non, faut que ça change. C'est plus possible. Et juste pour resituer un peu le contexte, à ce moment-là, t'as quel statut? T'es PH contractuel? Je suis PHC et je repousse le concours de PH. Je le repousse. parce que voilà, je pense qu'inconsciemment, je me suis plongée dans ce dossier à faire. Hein. Je sais pas si toi, tu avais eu l'occasion de le faire, mais je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrivais même pas à trouver la motivation de faire ce dossier qui me paraissait en plus... Bon, bref, mais voilà, donc je repoussais l'échéance, et puis bien on m'en a pris parce que, enfin, clairement, c'était... Voilà, mais voilà, j'avais un poste de PHC à 80%, qui sur le papier est assez attractif, hein, c'est plutôt chouette. Mais voilà. Donc t'es PHC et tu deviens maman, il y a le Covid, tu trouves plus aucun sens dans ton travail, tu te dis ça peut plus durer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi?
Eh ben, il se trouve que en parallèle, je me trouve une autre. Enfin, ça s'est vraiment fait en parallèle, hein, quelque chose qui me passionne. Bon, pour rentrer dans les détails, je découvre via mon fils déjà, et puis via ma famille qui est dans le médico-social, la langue des signes. Donc je rentre là-dedans vraiment un peu par hasard, et puis en fait c'est la révélation. Enfin vraiment, je suis complètement passionnée par ça, aspirée, et je commence à m'y intéresser franchement. Alors sans aucune arrière-pensée initialement, hein, mais je commence à tirer du fil. Je me rends compte qu'en fait il n'y a pas que le bébé signe. En fait, il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a une communauté sourde, il y a une langue, une culture. Enfin, je suis fascinée par ce que je découvre. Et donc tout ça en parallèle de un peu ma crise de la vocation, et en fait je me dis mais attends, là je tiens un truc, enfin il y a quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse, je pense que je peux en faire quelque chose. Et donc je me suis renseignée sur ce qui pouvait se faire autour de cette langue, autour de cette communauté, et là je me suis dit bah banco, je crois que c'est bon, ça y est, j'ai trouvé, je sais ce que je veux faire, voilà, c'est bon. Je me suis renseignée sur, parce que évidemment, hein, changer de métier, ça veut forcément dire reprendre des études. Enfin, clairement, je pense que c'est difficile de pas passer par cette étape-là. Sauf que ça c'était évidemment un frein, puisque repartir sur des études, oui, mais combien de temps? Enfin voilà, il y a la vie qui est là, la vie de couple, la vie de famille, les traites, les remboursements divers et variés, les factures à payer. Oui, enfin on repart sur des études, mais combien de temps? Enfin puis repasser un concours pour tel ou tel métier, parce que il y a certaines choses qui m'auraient plu, mais il y avait souvent des concours en fait. Genre, non, mais je me replonge pas là-dedans. Enfin c'est pas possible. Enfin, je me sens pas l'énergie. Et puis si j'échoue, et puis et donc je me suis renseignée un petit peu sur les études, et ça me paraissait faisable. Je me suis dit ok, donc là on est pas mal. En fait, c'est un master dont j'aurais besoin. Un master, c'est 2 ans. Bon, et certes, il faut rentrer en master. Hein, c'est pas encore gagné, mais ça me paraissait faisable. Enfin, et puis après ça a été des discussions évidemment de couple, hein, parce que c'est une décision de couple, hein, faut pas se leurrer, on prend pas la décision tout seul dans son coin, et voilà, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui du coup, depuis des années, hein, m'entendait dire que de toute manière je pourrais pas faire ça toute ma vie, donc il attendait lui patiemment qu'un jour je lui dise ok, j'arrête, et qui a été hyper soutenant dans ce projet, qui a partagé mon engouement pour le métier que j'avais en tête, et voilà, voilà, ça s'est fait. En fait, c'est un concours de circonstances, quoi. C'est-à-dire que j'ai ça qui est rentré dans ma vie un peu par le plus grand des hasards. Et en fait, au moment où, effectivement, je pense que j'aurais pas pu continuer beaucoup plus longtemps. Et voilà, c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai réussi à rebondir. En tout cas, je n'envisageais pas de raccrocher la blouse, d'arrêter la médecine sans avoir quelque chose, un projet en tout cas. Alors pas forcément quelque chose de concret, parce qu'évidemment on laisse pas tomber un métier pour en reprendre un autre immédiatement. Donc il y avait des études, il y avait des choses à mettre en place, mais en tout cas un projet qui me portait, pour lequel j'étais motivée. Tout ça, je pouvais pas envisager. Je voulais pas me retrouver chez moi à rien faire, et là vraiment ressentir l'échec, l'inutilité, enfin ça aurait été vraiment assez terrible. Donc voilà, j'avais besoin d'avoir un projet qui se montait, et là c'était parfait en fait. Ça cochait vachement de cases en fait. Ça cochait vachement de cases, donc c'était voilà, c'est bon, ça a été un cheminement évidemment long, parce que en fait il y a pas mal de choses à déconstruire quand même. Alors j'en ai très très peu parlé autour de moi, enfin même quasiment pas, hormis à mon mari, je pense, parce que en fait j'avais pas envie d'entendre à nouveau ce que j'avais entendu des années auparavant quand je disais que je voulais arrêter la médecine. J'avais pas envie d'entendre les gens qui allaient me dire mais tu te rends compte, après tout ce que t'as fait, tous les sacrifices, tout ça, et la sécurité de l'emploi et le salaire, et voilà, j'avais pas envie, parce que je voulais pas que ça rentre en ligne de compte. Enfin en tout cas j'avais pas envie d'être parasitée. Donc j'en ai pas du tout parlé, mais quand même tout ça, j'en étais consciente, et il fallait que moi j'y réponde. Je voulais pas que les autres me le disent, mais c'était quand même des interrogations que j'avais, et fallait que j'arrive à déconstruire tout ça, quoi. Le statut social, la question du salaire qui est forcément rétrogradé, la question, beaucoup de choses effectivement, de toutes ces années d'études, de sacrifices.
Mais je voulais vraiment que, voilà, je voulais pas avoir d'interférence dans ma réflexion. Donc j'ai gardé tout ça pour moi. Et pour finalement en arriver à la conclusion que effectivement j'avais fait beaucoup d'études, beaucoup de sacrifices, mais que finalement c'était beaucoup plus dommage d'aller au boulot à contre-cœur quand on a fait tout ça plutôt que de changer de métier. En fait, je trouvais ça je trouvais ça dommage de me dire j'ai fait autant d'études, autant de sacrifices pour aller au boulot pas heureuse. Enfin, ça me paraissait être un non-sens. Surtout que c'est quand même un métier qu'on peut pas faire à moitié. Enfin, on peut pas être là sans être là, quoi. On n'est pas derrière un bureau. Enfin, on a affaire à de l'humain. Il faut être concentré, il faut être à ce qu'on est, il faut être passionné, il faut être patient, parce que quand même, on est soumis à des choses, que ça soit voilà, de la part parfois des patients, des familles qui sont pas tendres. Enfin, il faut quand même être bien dans ses pompes, quoi, pour faire ce métier. C'est pas possible de le faire autrement. Enfin, en tout cas, moi, je me sentais pas, quoi. Il fallait que j'y sois entièrement. Donc voilà, donc finalement, oui, avoir fait toutes ces années d'études, tous ces sacrifices, toutes ces heures de garde, toutes ces heures sup, toutes ces années de vie perdues dans la fatigue, le stress et les montées d'adrénaline, en fait, c'était trop dommage d'avoir fait tout ça pour aller au boulot à reculons, quoi. Donc moi, j'ai plutôt pris les choses dans ce sens-là, en me disant que c'était surtout c'était super ce que j'avais fait, que j'étais ce que j'étais grâce à tout ça, grâce à toutes ces études, grâce à tous ces gens que j'ai rencontrés. Voilà, j'en avais tiré énormément de choses, du bon et du moins bon, mais que voilà, j'étais ce que j'étais grâce à tout ça et que j'étais pas mécontente de qui j'étais, mais que maintenant, je voulais justement pas devenir quelqu'un d'aigri, quelqu'un de malheureux. Enfin, je refusais ça, quoi. La vie est trop courte. Donc voilà, j'ai cheminé dans mon coin, j'ai été très soutenue par mon mari. Il a fallu que je déconstruire pas mal d'idées reçues, pas mal de petites choses, et puis un jour j'ai dit allez, banco, c'est bon, c'est décidé. Donc oui, et puis évidemment en parallèle j'ai contacté des professionnels du métier que je vise, c'est-à-dire interprète en langue des signes. J'ai contacté pour aussi me renseigner un peu sur le métier, parce que je partais quand même un petit peu à l'aveugle. Donc voilà, j'ai fait quand même un travail de recherche et de renseignement quand même en amont assez important pour bien sûr pas partir complètement dans l'inconnu, quoi. Tu dirais qu'il s'écoule combien de temps entre le moment où tu commences à dire tiens, j'aimerais bien faire quelque chose dans le domaine de la langue des signes, et le moment où tu dis je quitte l'hôpital et je quitte mon métier de médecin? Pas très longtemps, parce que finalement, je pense que ça s'est fait pendant les juillet-août. Juillet-août, là, je me suis dit quand même, il y a un truc là, ça me plaît. J'ai commencé vraiment à me passionner. Donc ça, c'était pendant l'été. Mon fils avait tout juste 1 an. Enfin, il commençait à signer. On commençait vraiment à développer le truc. Donc c'est vraiment là que je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière ce bébé signe, en fait, qui est vraiment rien du tout par rapport à tout ça. Mais voilà, c'est vraiment là. Et j'ai acté ma décision mi-novembre. Donc tu vois, il s'est passé 3-4 mois. En fait, je me suis imposée de prendre, enfin pas imposée, mais j'ai voulu prendre quand même une décision rapide, parce qu'en fait, une fois que je l'avais en tête, je voulais pas que ça dure éternellement. Il fallait que j'avance, en fait. Il fallait que j'avance. J'en avais besoin pour moi, pour mon bien-être. Il fallait que j'avance. Et puis ensuite, il y avait aussi une question de contrat que j'allais re-signer. Enfin, il fallait quand même pas que je perde trop de temps, de formation qui allait débuter. Tu vois, au niveau timing, j'allais tout bien préparer. Et je me suis dit, par contre, il faut. Et puis aussi, je voulais me positionner vite, parce que finalement, il fallait quand même que j'en informe ma hiérarchie. Tous mes patients de consultation que je programmais à 6 mois, il fallait quand même que j'arrive à les informer, que je les redispatche. Je voulais pas du tout partir comme une voleuse. C'était absolument pas mon souhait. Par respect pour tous les gens avec qui je travaillais, mes patients. Donc je m'étais quand même imposée, je m'étais dit il faut qu'en novembre, grand max, je me sois décidée, parce que si je quitte, je vais au bout de mon contrat en avril, fin avril, voilà, c'est le bon timing, quoi. Donc voilà, en 3-4 mois, il a fallu prendre une décision, mais que je n'ai encore jamais regretté. Alors, je dis pas que c'est simple et que j'ai pas des hauts et des bas, et que des fois je me demande pas ce que j'ai fait et si j'ai bien fait. Alors, pendant que je travaillais encore à l'hôpital, beaucoup. Vraiment, je me disais, oh là là, mais dans quoi je me lance? Mais c'est complètement inconscient. Mais pour autant, à aucun moment, ça ne m'a traversé l'esprit de faire machine arrière. Je me rendais compte que je me lançais dans un truc un peu bancal, j'étais un peu sur un fil, mais revenir en arrière, c'était
c'était plus un sujet en fait. Et j'étais assez sereine avec ma décision de quitter l'hôpital. Et alors, la question, c'est comment t'as géré financièrement ? Oui, la grande question, oui. Alors ça, c'est pas simple du tout, parce qu'il faut savoir, alors, sauf si j'ai oublié d'exploiter certaines pistes, ce que je pense pas, mais bon, ça peut arriver. Mais il faut savoir que, déjà, dans ma situation, quand on est médecin et qu'on veut changer, se reconvertir, il faut savoir qu'il n'y a aucune, comment dire, tu peux demander de l'aide nulle part, en réalité. Parce que si tu veux, à Pôle emploi, quand tu les appelles, ils sont là. Vous êtes médecin et vous voulez changer de métier. Ah oui, bah alors ça, on n'a jamais eu. Ok. J'ai contacté pas mal de boîtes spécialisées dans la reconversion professionnelle, tout ça, mais en fait, je rentrais dans aucune case. Hein. Clairement, je pense que personne n'avait encore jamais vu ça. Je me suis renseignée auprès du CNG parce que je me suis rendu compte que au CNG il y avait, alors faut bien trouver, faut bien chercher sur le site, mais j'avais vu passer, je sais plus quel magazine, que en fait il y avait une filière du CNG, en tout cas une branche qui s'occupait de la réorientation professionnelle des médecins. Bon, je pense que c'était plus de la réorientation dans la médecine, changement de spé, tout ça, mais bon, il parlait de reconversion professionnelle. Je les ai contactés, là on m'a dit mais en fait vous êtes PHC. Ben en fait nous on s'occupe pas des contractuels, on s'occupe que des titulaires, donc on va pas pouvoir continuer l'entretien. Bon, ok, parce que du coup, en fait, moi, mes questions, c'était quels sont mes droits, en fait. Moi, je cherche à changer de métier, à quoi j'ai le droit, et comment ça se passe, en fait. C'était assez flou pour moi, mais je voyais bien quand même que dans certaines boîtes ou dans certains domaines, la reconversion professionnelle, ça peut on peut avoir un droit à un accompagnement ou bon, bref. En tout cas, j'ai jamais eu de réponse à mes questions. Je me suis dit, ok, bon, je gère ça alone, c'est pas grave. Donc ça, c'était pour le côté accompagnement. Donc bon, il y en a pas. Je prends ma décision, très bien, je fonce. Ensuite, financièrement, donc je me suis adressée à Pôle emploi. Donc il faut savoir que, dépendant de la fonction publique, Pôle emploi c'est pas Pôle emploi en fait qui verse le chômage, il ne verse pas d'indemnité journalière. Normalement, c'est dans la fonction publique, c'est l'employeur qui est censé t'indemniser, donc te verser ton chômage. C'est comme ça. Sauf que évidemment qu'ils essayent par tous les moyens de pas le faire, et donc ils ont réussi avec moi par une entourloupe. Voilà. Donc en fait, tu ne touches rien. Donc la conclusion, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu décides d'arrêter ton exercice, tu n'as pas de chômage. Si ton employeur, qui est la fonction publique, décide de ne pas te verser d'indemnité journalière, du coup, tu n'as pas de revenus. Et donc ça aussi, ça a été un vrai sujet. Parce que comment on fait en fait ? Comment on fait quand on veut changer de métier, qu'il faut reprendre des études et qu'on a de l'argent nulle part ? Donc il y a les économies évidemment, mais c'est parfois pas suffisant. Donc ça a été un vrai sujet parce que ça implique de dépendre financièrement de quelqu'un. Et ça a été en tout cas pour moi une décision vraiment très compliquée à prendre. Ça a été, je pense, la plus compliquée pour moi. Le statut social, les sacrifices, tout ça très rapide. La question du salaire, très rapidement, ça je l'ai balayé. C'était pas un sujet, mais la dépendance financière, ça l'a été. Voilà. Après, c'est une question de choix. Une fois de plus, c'est des décisions de couple, et puis c'est une question de priorité, de choix de vie. Est-ce que je continue à être autonome financièrement, mais dans un métier qui m'épanouit pas, et avec le risque de mettre en danger les patients dont je m'occupe parce que j'en ai plus envie? Ou est-ce que je serre les dents, je dépends financièrement de quelqu'un, et puis on va faire en sorte que les années passent vite, et puis un jour je reprendrai mon indépendance dans un métier qui, j'espère, m'épanouira plus. Alors, sans dire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en tout cas dans d'autres conditions, dans d'autres circonstances. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi j'ai pris ma décision, et c'est comme ça. Mais en tout cas, il faut le savoir qu'on a le droit à rien. Et du coup, encore moins quand on est PH titulaire, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une démission. Moi, c'était pas une démission, c'était une fin de contrat. En théorie, j'aurais eu droit à quelque chose, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Mais les titulaires, là, c'est une démission. Donc, qui dit démission dit vraiment rien du tout. Donc, c'est vrai que ça peut être un vrai problème dans la reconversion.
On a parlé de l'argent et l'entourage, alors, parce qu'il y a qu'à un moment donné, tu as fini par en parler. Oui, il a bien fallu. Alors, ça a été vécu comment par ton entourage médical et par ton entourage non médical? Alors, non médical, du coup, c'est essentiellement la famille, hein, parce que sinon, enfin, mes amis, enfin, essentiellement, enfin, énormément de mes amis sont médecins, donc ma famille. J'ai une famille qui travaille énormément dans le médico-social. J'ai une famille d'éducateurs spécial, assez parti. Enfin voilà, c'est beaucoup d'éducateurs dans ma famille, de psychomotes. Enfin bon, donc du coup, eux, génial, super. Et puis ils voyaient bien que j'étais malheureuse au travail. Enfin en tout cas que ça me convenait pas complètement. Et puis ils me connaissent aussi, ils savent que je suis pas quelqu'un d'impulsif et que du coup, si j'ai pris cette décision, c'est que derrière c'était réfléchi, c'est solide et que ça avait du sens. Donc ça a été plutôt bien pris. Dans ma famille, clairement, plutôt bien. Après, parmi mes amis, très bien aussi. En fait, j'ai été agréablement surprise des réactions. Je m'attendais vraiment à ce que les gens me disent « Oh là là, mais t'es vraiment sûre de toi ?» Et finalement, les gens dont je suis proche, personne n'a réagi comme ça parce que je pense qu'une fois de plus, tout le monde me connaît et sait que je ne suis pas impulsive et que derrière, c'est... Enfin voilà, quand même dans l'ensemble, pas mal de mes avis savaient que j'étais pas forcément toujours très en accord avec la manière dont on travaillait à l'hôpital, que ça me pesait énormément, que j'étais quand même... Enfin voilà, que ça me correspondait pas. Donc, mais dans l'ensemble, ça a été pris très positivement. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'étais très courageuse. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, parce que pour moi, le courage, c'est de continuer à aller travailler à l'hôpital en ce moment. Ça, c'est courageux. Je trouvais que changer de voie, pas tellement. Mais voilà, on m'a surtout dit ça. Et après, à l'hôpital, alors là, par contre, les collègues, ça a été plus... Ouais, ça a été des réactions, alors pas des mauvaises, évidemment, mais beaucoup plus de surprises. Parce que je pense que je partageais beaucoup moins mes doutes enfin même pas du tout en fait. Je n'exprimais pas du tout mon mal-être et mes doutes. Je faisais ce qu'on me demandait de faire, j'avançais, je m'occupais des gens, j'essayais de bien faire mon boulot. Mais donc là, il y a eu beaucoup plus de surprises. Mais finalement, je pense que quand je l'ai annoncé, moi j'étais tellement droite dans mes bottes que ça ne laissait place à aucune... tu vois, enfin pas discussion parce qu'évidemment les gens se sont intéressés, mais aucune remise en question, quoi. C'est-à-dire que personne n'a essayé de me faire changer d'avis, mais par contre effectivement il y a eu mon chef de service, enfin mes collègues des plus directs, où ça a été une sacrée, ils l'ont pas vu venir, quoi. Voilà. Et par contre, donc ça c'était les seniors. Par contre, certains collègues, mais surtout des internes, pas mal d'internes avec qui j'ai travaillé, à qui j'ai annoncé ça. Il y en a, enfin beaucoup, je sais pas si c'est bon, parce que mais il y en a un certain nombre de personnes qui m'ont dit, écoute, moi c'est pareil, je ne me vois pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Ce que tu me dis, c'est génial. Je trouve ça génial d'entendre un médecin dire qui va changer d'orientation, qui va faire autre chose. Ça me rebooste parce que moi pour l'instant ça va, ça se passe bien, c'est cool, je fais mon internat, mais clairement je ferai pas ça toute ma vie. Et il y a quand même un certain nombre un senior qui m'a dit ça, enfin un médecin de clinique et pas mal d'internes qui m'ont dit ça. Des internes de médecine, j'ai d'ailleurs essentiellement. J'en ai entendu aussi me dire oui, ça c'est quelque chose que j'aurais bien fait et j'aurais bien aimé un jour faire autre chose, mais je pense que j'aurais ni le courage, ni l'énergie, ni la possibilité, j'imagine financière, en filigrane. Mais bon, voilà, je l'ai entendu en tout cas. J'ai eu l'impression que ça permettait à certaines langues de se délier. Bon, après... Le fait d'avoir un exemple, et c'est pour ça que je suis très heureuse que tu racontes cette histoire sur mon podcast, ça rend les choses possibles. Ouais, j'espère. Ah ben tiens, si elle l'a fait, eh ben c'est que c'est possible. Ouais. Peut-être qu'un jour, quelqu'un se dira, tiens, si elle l'a fait, c'est que c'est possible pour moi aussi. Alors pas exactement de la même façon, bien sûr, mais quand on sait que quelqu'un est passé avant, c'est que c'est possible. Oui, c'est sûr, oui, mais après, si ça peut aider certaines... parce que finalement, je ne pousse pas les médecins à changer de métier, pas du tout, c'est quand même un super métier, mais je sais malheureusement qu'il y en a qui sont malheureux au travail, parce que je pense que tout est fait pour qu'on travaille dans des conditions exécrables, que le personnel soignant de manière générale, pas que les médecins, loin de là, évidemment.
je pense essentiellement aux infirmières, aux aides-soignantes, mais voilà, je pense qu'on est quand même pressurisé, essoré, et que des gens qui sont malheureux dans leur exercice, malheureusement, il y en a. Et voilà, et si ça peut effectivement aider à se dire que ouais, il y a des perspectives derrière, oui, j'en suis ravie. Voilà, c'est juste que je suis quand même effarée de me rendre compte à quel point on nous met aussi des bâtons dans les roues pour ça. C'est-à-dire que même quand on veut partir, on nous met des bâtons dans les roues. Je suis effarée. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir le faire, en fait. Bon. Mais oui, en tout cas, moi, j'encourage les gens qui sont malheureux à chercher d'autres perspectives, parce que c'est un métier dans lequel il faut, à mon sens, être tellement bien dans ses bottes que. Mais bon, c'est malheureusement pas si simple, mais ça peut se faire, ouais, je pense. Est-ce que ça reste du domaine du possible pour toi un jour de revenir à la médecine? Alors oui, ça, je l'ai pas exclu. Alors non pas que je l'envisage franchement, ce n'est absolument pas mon souhait, mais oui, clairement, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Moi, je me lance dans un master. Là, je vais avoir un examen d'entrée en master. En fait, hein, c'est pas acquis. Est-ce que je vais avoir ma place en master? Est-ce que je vais réussir à allier ces 2 ans de master avec ma vie de famille, mon petit garçon? Est-ce que ça va être possible, parce que là je me lance dans un truc, au niveau orga, ça va être un sujet, quoi. Là je me suis dit, je me pose pas de questions, j'y vais, advienne que pourra, faut faire confiance à la vie, et de toute manière il y a un moment faut savoir lâcher prise, sinon on fait jamais rien. Donc c'est mon état d'esprit. Mais ensuite en pratique, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi je veux pas me fermer de porte. Mon souhait n'est pas de reprendre mon activité de médecin, parce qu'en ce moment, quand je regarde en arrière et que je n'ai pas de regrets. Seulement, franchement, faut jamais dire jamais, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je sais pas. Donc je préfère, pas. Ce n'est pas mon souhait, mais voilà. Après, j'ai eu la chance de discuter avec une médecin signante, c'est-à-dire qui pratique la langue des signes, et du coup qui est donc elle est entendante, elle signe, donc elle a une patientèle de sourds exclusivement, et qui m'expliquait qu'elle a fait ça, elle a été médecin, et puis elle était urgentiste ou MPR, quoi, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et elle s'est lancée dans autre chose, comme moi, elle a tout laissé tomber, elle a repris des études, elle a fait un autre métier, et puis un jour, en fait, c'est revenu à elle. Elle a eu envie de reprendre la médecine, et puis du coup elle a utilisé cette compétence en langue des signes, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec sa nouvelle profession, mais qu'elle avait appris en parallèle et qui lui avait beaucoup plu, et donc du coup elle a allié les deux pour reprendre un exercice médical. Elle est bientôt à la retraite, donc voilà, en fait il y en a. Et puis la médecine, l'a rappelé, ça n'a pas du tout été une nécessité, hein, ça a été un souhait, une envie, un besoin qu'elle a eu. Donc non, je fermerai pas de porte. Ça serait pas très raisonnable de dire jamais. On sait pas, en fait, c'est pas possible de savoir. Donc j'ai cette chance d'avoir ce diplôme qui sera valable à vie. Après, évidemment, si c'est dans 20 ans que je change d'avis, bon, ça risque d'être un peu plus compliqué de reprendre la médecine, mais bon, pourquoi pas, hein, je sais pas. Je te remercie, Mélanie, d'avoir raconté ton histoire. Je te pose quand même la dernière question rituelle du podcast. Oui. Quelle est ta tenue de travail? À l'hôpital, tu veux dire, ou... Eh ben écoute, je te laisse interpréter la question comme tu veux. Ouais, alors non, là, j'ai tenue de travail, pour moi, j'imagine une blouse blanche que je n'ai plus, voilà, et que je ne veux plus enfiler. Ma tenue de travail. Écoute, je saurais pas te dire plus que ça. C'est qu'en tout cas, la tenue, voilà, j'ai raccroché la blouse. Voilà. C'est ce que je peux te dire, c'est que la blouse est raccrochée. Voilà. Écoute, c'est parfait comme réponse. Je ne sais pas, mais écoute, ouais, voilà, c'est la mienne. Je te remercie 1000 fois d'avoir raconté ton histoire à mon micro, Mélanie. Merci en tout cas de m'avoir laissé la parole. Après, voilà, je ne sais pas si ça pourra aider certains ou pas, ou voilà, ou en tout cas attiser la curiosité. Mais en tout cas, j'étais ravie de répondre à tes questions. Merci. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré.
je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.